Un matin glacial, dans une capitale russe encore engourdie par la nuit, un événement minuscule va provoquer un séisme. Une simple valise noire, posée dans un coin d'un bureau de vice-ministre, va faire vaciller non seulement un homme, mais tout l'édifice du pouvoir. Imaginez la scène. Dans l'ombre feutrée d'un bureau de hauts fonctionnaires, alors que la ville s'étire à peine, des enquêteurs pénètrent discrètement, porteurs d'un mandat. Ce qu'ils découvrent n'est pas l'œuvre d'un romancier, ni un vestige d'un vieux polar soviétique. C'est la réalité nue, captée en direct par une caméra de surveillance, puis diffusée à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, les images font le tour du monde. Un vice-ministre, figure de respect et de puissance, menotté, escorté par des agents en uniforme sombre, traverse les couloirs du ministère, le visage impassible. Sa chute, instantanée, sidère. Les conversations s'interrompent. Les employés, incrédules, échangent des regards chargés de peur et de doute. Si un homme aussi haut placé tombe, qui peut se croire à l'abri? Dans les couloirs, le silence règne. Les téléphones vibrent, les messageries s'affolent, mais personne n'ose rompre la chape de plomb qui s'est abattue sur le ministère. Ce n'est pas seulement un homme que l'on arrête, c'est toute une structure qui chancelle, la confiance qui vacille, la loyauté qui se fissure. En moins de 24 heures, l'affaire dépasse largement les murs du ministère. Les citoyens, jusque-là persuadés de la solidité de l'État, voient l'illusion se dissoudre, billet après billet. Les élites comprennent que leur immunité n'est qu'un mirage. Pour certains, la valise noire est le symbole d'une fortune envolée, d'une carrière ruinée, d'une liberté menacée. Mais pour tous, elle sème le doute. Combien de valises circulent encore dans l'ombre? Qui tire vraiment les ficelles? La valise noire n'est plus un objet. Elle devient une faille dans le cœur du pouvoir, une fracture profonde qui met à nu les contradictions d'un système. Derrière elle, 1000 questions. Qui savait? Qui a fermé les yeux? Qui devra payer le prix du silence? L'enquête ne tarde pas à s'emballer. Ce qui n'était qu'un incident isolé se révèle être le premier maillon d'une chaîne complexe. Chaque révélation entraîne une nouvelle onde de choc. Les enquêteurs découvrent très vite que la valise n'est qu'une partie visible d'un iceberg dont la base s'étend bien au-delà des frontières russes. Pour comprendre la portée de ce scandale, il faut revenir à ce matin-là, à la routine apparemment banale du ministère. Sur les rives de la Moskova, le bâtiment se dresse, massif, indifférent aux drames humains qui s'y jouent. Quelques berlines noires glissent silencieusement jusqu'à l'entrée. Des hommes en costume en sortent, attachés case à la main, badge officiel en poche. Pour la sécurité, c'est une vérification parmi tant d'autres. Les employés arrivent, absorbés par leurs habitudes. Il est à peine 8 heures. Les couloirs bruissent du cliquetis des tasses de café, des claviers qui s'animent, des dossiers que l'on empile. Rien ne laisse présager la tempête qui approche. Pourtant, dans cette apparente normalité, un engrenage invisible commence déjà à tourner. En quelques minutes, le décor bascule. Derrière la routine, une équipe du SWAT, casque noir et gilet pare-balles, traverse le hall dans un silence tendu. Leur objectif? L'ascenseur, direction le 6e étage. Là, derrière une porte épaisse, le vice-ministre attend, assis à son bureau, une tasse de café oubliée, son ordinateur affichant des colonnes de chiffres. Les enquêteurs entrent. Aucun cri, aucun geste de panique. Le vice-ministre ne bronche pas. Il regarde les hommes armés avec un mélange de froideur et de résignation. Ce détachement n'est pas anodin. C'est le symptôme d'un système convaincu de son impunité, où les règles ne s'appliquent jamais aux plus puissants. Les gestes sont rapides, presque chorégraphiés. Menottes, fouilles, perquisitions. Les enquêteurs cherchent plus qu'un indice. Ils veulent la preuve qui fera s'effondrer tout l'édifice de mensonges. En ouvrant une volumineuse valise noire, ils tombent sur des liasses entières de billets, alignés en piles régulières, plus de 10 millions de dollars en espèces. Autour, des montagnes de dossiers, des clés USB, des contrats, des boîtes remplies de documents officiels. Tout est saisi, méthodiquement. Dans les couloirs, personne ne fuit. Chacun comprend, en silence, que la véritable partie ne fait que commencer. Ce matin-là, le système montre son vrai visage. Une façade solide, une routine huilée,
mais aussi une faille béante. Si ces contrôles échouent à révéler leurs propres faiblesses, c'est toute la pyramide qui peut s'effondrer sous le poids du doute. L'effet domino menace chaque étage, chaque service. Ce n'est que la première couche d'un oignon dont personne ne soupçonnait la profondeur. Ce qui va suivre mettra en lumière un réseau infiniment plus complexe, où chaque révélation ajoute à la menace. Pour bien saisir la portée de cette affaire, il faut la replacer dans l'histoire de la Russie contemporaine. Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de corruption éclate au sommet. En 2017, par exemple, l'arrestation du ministre de l'économie, Alexei Oulioukaïev, avait déjà ébranlé l'appareil d'État. Mais l'affaire de la valise noire va bien plus loin. Elle implique non seulement des détournements de fonds, mais aussi des complicités internationales, des circuits de blanchiment sophistiqués et surtout, une capacité à infiltrer et corrompre des institutions entières. Pour évoquer un parallèle historique, rappelons-nous l'Italie des années 1990, au moment de l'opération Main propre. Là aussi, de simples perquisitions avaient permis de mettre à jour un système de corruption tentaculaire, aboutissant à la chute de toute une classe politique. Le mécanisme est le même. Un événement en apparence anodin devient le déclencheur d'une réaction en chaîne. Revenons à Moscou. Après la saisie de la valise, la presse s'empare de l'affaire. Les réseaux sociaux s'enflamment, les images fuitent, les débats font rage. Très vite, les premiers noms circulent. Des sociétés écrans, des comptes offshore, des transferts suspects sont mis au jour. Les enquêteurs décortiquent des schémas financiers d'une complexité extrême. L'argent volé ne reste jamais longtemps au même endroit. Il voyage, camouflé en paiement pour des services fictifs, passant de Moscou à Genève, puis vers des comptes ouverts au nom de sociétés à Chypre ou dans les Caraïbes. À chaque opération, chaque transfert, rien ne dépasse. Des dizaines de millions d'euros circulent, porteurs de messages, de promesses, parfois de menaces à peine voilées. Au centre du réseau, le vice-ministre et son cercle restreint. Proches, collaborateurs fidèles, chacun détenteur d'une part du secret. Des carnets noirs, tenus avec soin, listes initiales, montants, dates et codes cryptés. Des fichiers numériques ultra protégés consignent chaque détail. Qui transmet, qui reçoit, quel code utiliser, qui doit détourner le regard au moment critique. Mais la vraie force du système, ce n'est pas seulement l'ingéniosité comptable. C'est l'omerta, un silence tissé par l'habitude, la peur, la menace. Les preuves compromettantes, détruites à la hâte, effacées, dissoutes dans l'urgence. Chacun soupçonne l'autre, et tous savent qu'un mot de travers peut anéantir une carrière, ou pire. La méfiance devient la norme, la confiance, l'exception. Les conversations s'interrompent à l'arrivée d'un inconnu, les regards fuient, les dossiers disparaissent. Une paranoïa rampante s'installe. Qui sera le prochain? Les stratégies de survie se multiplient, alliances et trahisons se succèdent dans l'ombre. Le système, en apparence imprenable, se protège par ses rites et ses secrets. Mais rien n'est infaillible. Les premières fuites apparaissent dans la presse. Images de la valise, fragments de conversation, parfois des noms. Sur les réseaux sociaux, l'affaire explose. Les rumeurs deviennent incontrôlables. La narration échappe à ceux qui pensèrent la maîtriser. À chaque nouvelle révélation, la tension monte. Colère, humiliation, suspicion s'accumulent. Le secret paraissait inviolable hier. Aujourd'hui, le scandale s'étale au grand jour, suivi en direct par des millions de citoyens, chacun avide de connaître la suite. L'équilibre vacille. Si le silence perdure, tout recommence. Même cercle, même méthode, nouveau visage. Mais si la vérité éclate, c'est l'édifice entier qui s'effondre. Des fortunes menacées, des carrières brisées, parfois même des vies anéanties dans la tourmente. La peur change de camp, mais le système, lui, s'adapte déjà, prêt à se recomposer sous une nouvelle forme. L'enquête s'accélère, portée par la pression médiatique et la panique dans les couloirs du pouvoir. Les enquêteurs remontent les fils du réseau, mais chaque avancée soulève de nouveaux obstacles. La corruption ne connaît pas de frontières. Très vite, l'affaire prend une dimension internationale. Des virements secrets, des sociétés écrans,
des comptes bancaires dans une douzaine de pays membres de l'Union européenne. Les ramifications atteignent des établissements suisses, luxembourgeois, et s'étendent jusque dans plusieurs paradis fiscaux méditerranéens. Les enquêteurs découvrent que des concessions et marchés publics russes ont servi de relais pour acheminer des capitaux à l'étranger, dissimulant l'origine des fonds derrière une chaîne tentaculaire d'intermédiaires et de transactions offshore. Les autorités internationales réagissent. Les polices financières européennes et les agences de lutte contre le blanchiment d'argent déclenchent des enquêtes parallèles, coordonnant leurs efforts avec les équipes russes, tout en se méfiant des manipulations possibles. Les diplomates s'activent. Certains gouvernements affichent leur coopération, d'autres craignent de voir leur propre milieu d'affaires ébranlé. Dans les ministères russes, la tension devient insupportable. Les téléphones sonnent sans cesse, les réunions de crise s'enchaînent. Des hauts fonctionnaires sont écartés, certains poussés à la démission, d'autres désignés comme boucs émissaires pour apaiser l'opinion. Les alliances d'hier se fissurent. L'atmosphère devient irrespirable. La confiance, déjà fragile, s'effrite chaque jour. De vieux réseaux d'influence se disloquent, des élites sont discréditées, remplacées dans l'urgence par de nouveaux venus dont la loyauté reste à prouver. L'affaire de la valise noire dépasse le simple scandale. Elle incarne une crise qui menace la crédibilité de l'État à l'international, sa cohésion interne et la sécurité de fortunes invitées à fuir. Personne n'est à l'abri. Le danger n'est plus individuel, mais systémique. Chaque révélation ébranle un peu plus l'édifice et nourrit la crainte qu'il soit, cette fois, impossible de tout contenir. Les acteurs du système sont paralysés par la peur du prochain coup de filet, tandis que la sphère publique, bombardée d'informations contradictoires, ne sait plus à qui accorder sa confiance. Que faire face à cette spirale? Peut-on tirer une leçon de ce chaos? Ou le système devra-t-il encore se transformer au prix de nouveaux sacrifices? L'enquête s'enlise dans les jeux d'influence et les stratégies de dissimulation. Qui, dans l'ombre, tire encore les ficelles? L'histoire de la valise noire n'a pas livré tous ses secrets. Derrière le choc, une brèche. Comprendre la logique du scandale, anticiper ses répliques, reconstruire sur de nouvelles bases. Ce scandale n'est pas un simple épisode de corruption. Il agit comme un miroir. Il révèle un système entier, rongé par ses contradictions, forcé de choisir entre l'autopréservation et l'autodestruction. Ce n'est pas la première secousse qui ébranle le sommet de l'État russe, ni la dernière. Chaque crise porte une leçon amère. Tant que règne l'opacité, la tentation de l'abus persiste, et c'est la société qui en paie le prix le plus lourd. Pourquoi ces scandales reviennent-ils sans cesse? Parce qu'ils sont le symptôme d'un mode de gouvernance où la survie du système prime sur l'intérêt collectif. L'argent caché, la peur de la disgrâce, le silence des témoins nourrissent un cercle vicieux. Chaque nouvelle affaire, loin de choquer, risque d'installer l'idée que la corruption est normale, que l'indignation n'est plus qu'un réflexe épuisé. Rompre ce cercle exige 3 leviers. D'abord, la transparence. Sans accès réel à l'information, les citoyens restent prisonniers d'une version officielle, soigneusement édulcorée. Ensuite, le contrôle indépendant. Impossible d'obtenir un changement si les enquêteurs appartiennent au même cercle que les suspects ou agissent sous pression. Enfin, la vigilance citoyenne. L'indifférence est la meilleure alliée des profiteurs. Mais il existe une autre arme, discrète et décisive, la mémoire collective. L'oubli, la réécriture, la banalisation des scandales, pavant la voie à leur répétition. Il faut raconter, enseigner, transmettre ces histoires, non par goût du scandale, mais pour exiger une intégrité partagée, pour ne pas laisser l'indignation mourir d'habitude. Ne rien retenir, c'est accepter que demain, une nouvelle valise noire surgisse dans un autre bureau, dans un silence résigné. C'est tolérer l'érosion lente de la confiance publique et la banalisation du cynisme. Le vrai enjeu, c'est de transformer l'indignation en apprentissage collectif, faire de chaque révélation un garde-fou et non l'excuse de la résignation. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de l'Islande après la crise financière de 2008. Là, la société a refusé l'oubli. Les citoyens se sont mobilisés, ont exigé des comptes,
ont réécrit leur constitution. Ce n'est pas l'absence de scandale qui fait grandir une société, mais sa capacité à tirer des leçons, à changer ses institutions. Après ce plongeon dans les arcanes du pouvoir, une question demeure. Que sommes-nous prêts à changer? Au-delà du choc, l'enquête continue. Ce que révèle la valise noire n'est qu'un pan d'un système plus vaste, où chaque acteur doit désormais choisir son camp. La prochaine valise est peut-être déjà là, tapie dans l'ombre, attendant que quelqu'un ose soulever le couvercle. Qui prendra ce risque? Qui acceptera de regarder ce que tant d'autres préfèrent ignorer? Certains aimeraient croire que tout s'achève avec la saisie du bagage noir, sous la lumière crue des projecteurs. Mais cette valise n'était ni la première, ni la dernière. Elle n'était qu'une fenêtre entr'ouverte sur un système qui se nourrit de secrets et de peurs. Chaque liasse de billets, chaque contrat truqué, chaque silence acheté tisse un fil supplémentaire dans la vaste toile invisible du pouvoir. Derrière la révélation, la machine s'ajuste, encaisse le choc, puis continue comme avant. Les visages changent, les méthodes se raffinent, mais la mécanique demeure implacable. Voilà le vrai danger. Croire que tout cela ne nous concerne pas, détourner les yeux par lassitude ou par crainte. Aujourd'hui, un ministre tombe. Demain, peut-être un entrepreneur, un banquier, un maire de province, ou même un citoyen ordinaire, happé par un engrenage qui ne pardonne ni la faiblesse, ni l'innocence. L'indifférence devient la meilleure alliée de la corruption. Certains pensent être à l'abri. Pourtant, la stabilité de l'État, la confiance dans les institutions, la sécurité de nos quotidiens peuvent vaciller sous le poids de valises, qu'elles soient visibles ou dissimulées. Refuser de voir, c'est accepter l'idée que, un jour, le piège pourra se refermer sur chacun de nous, sans préavis ni échappatoire. Il ne s'agit pas de désigner des coupables ou de sombrer dans le cynisme. Il faut ouvrir les yeux sur la complexité du système. Chaque scandale n'est parfois qu'un réajustement interne, un avertissement silencieux lancé à d'autres acteurs du pouvoir. Dans ce jeu d'équilibre fragile, la morale s'efface devant la logique de survie et les intérêts croisés. La valise noire n'est pas une anomalie. Elle est la règle silencieuse, celle que l'on préfère ignorer. Elle nous rappelle qu'un simple grain de sable peut enrayer l'engrenage. Mais à force d'être balayé, ce grain de sable finit par se dissoudre et la machine repart de plus belle. Restez vigilant, osez poser des questions qui dérangent, refusez les réponses toutes faites. Voilà les seuls remparts contre la résignation. Car tant que personne n'osera soulever le couvercle, le système, lui, refermera la valise, encore et encore. Mais concrètement, comment agir? Quelles étapes pour sortir de cette spirale? Premièrement, instaurer de véritables outils de transparence. Par exemple, rendre publics les appels d'offres et les résultats des marchés publics permettrait à tout citoyen ou journaliste de repérer des anomalies. L'Estonie a mis en place, il y a plus de 20 ans, une plateforme numérique où chaque contrat public est consultable en ligne. Résultat, une forte diminution des affaires de corruption. Deuxièmement, garantir l'indépendance des organes de contrôle. En France, l'Agence française anticorruption a été dotée de moyens élargis après plusieurs scandales. Mais c'est surtout la protection des lanceurs d'alerte qui a permis de révéler des pratiques occultes. Protéger, former et encourager ces voix dissidentes, c'est renforcer le système tout entier. Troisièmement, renforcer la participation citoyenne. Les budgets participatifs, expérimentés à Porto Alegre au Brésil puis en Europe, donnent aux habitants un droit de regard direct sur l'utilisation des fonds publics. La simple possibilité de poser des questions, de demander des comptes, change la culture de l'impunité. Quatrièmement, il faut éduquer. Intégrer dans les programmes scolaires des modules sur l'éthique, le fonctionnement de l'État, la corruption. Car comprendre, c'est déjà résister. Raconter des histoires comme celle de la valise noire aux jeunes générations, c'est leur donner les outils pour ne pas répéter les erreurs du passé. Enfin, il faut accepter que le changement soit lent, qu'il exige des efforts collectifs et qu'il ne soit jamais définitif. Lutter contre la corruption, c'est comme entretenir un jardin. Il faut surveiller, arracher les mauvaises herbes, sans relâche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car derrière chaque affaire, il y a des vies bouleversées,
des familles brisées, des destins changés à jamais. Les victimes ne sont pas seulement les institutions, mais aussi les citoyens ordinaires, privés de services, de confiance, d'avenir. Pour rendre justice à tous ceux qui subissent en silence les conséquences de ces scandales, il est crucial de raconter ces histoires, de les analyser, d'en tirer des leçons. En conclusion, la valise noire n'est ni la première ni la dernière. Mais chaque révélation, chaque question posée, chaque pas vers la transparence est une victoire contre la résignation. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un scandale de corruption, rappelez-vous. Derrière la valise noire, il y a des choix, des complicités, mais aussi la possibilité de changer le cours de l'histoire. La question n'est plus de savoir si un nouveau scandale éclatera, mais ce que chacun de nous décidera d'en faire. Saurons-nous, collectivement, transformer l'indignation en action? Oserons-nous soulever le couvercle, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valises à cacher? C'est là, au fond, que tout commence. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si cette histoire vous a interpellé, partagez-la, discutez-en, exigez des réponses. Car c'est ensemble que l'on referme, pour de bon, la valise noire.